ADM Value est heureux de vous présenter l'émission Décryptage. Bonjour à toutes et à tous, alors bienvenue pour ce nouveau numéro de décryptage proposé par Anews Expérience Client. Alors aujourd'hui on va parler de métaverse et pour ça j'ai l'honneur de recevoir deux invités. Bonjour Nathalie. Bonjour Céline. Alors Nathalie Cinceau est dirigeante de Remora Paris et j'ai également à mes côtés Florence. Bonjour Florence. Bonjour. Alors Florence Revel de Lambert est avocate, je lis, avocate de la propriété, en droit à la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies au barreau de Paris. Bonjour à vous deux. Et une première question déjà Nathalie. Déjà, c'est quoi le métavers? Parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. Et pourquoi avez-vous décidé toutes les deux d'écrire un livre sur le sujet? Petite réponse terminologie, on va dire. Métavers, c'est en français et métaverse, c'est en anglais. Voilà, parce que souvent, on ne sait pas trop. Alors, nous allons parler en français. Alors, on parle en français. Alors, le métavers eh bien, c'est un monde virtuel. C'est un monde virtuel qui est donc créé par le monde réel. Alors, évidemment, on a très souvent pensé que ça serait... Enfin, c'est ce qui a été un peu annoncé dans la presse. C'est un monde mystérieux, envoyé par la science-fiction ou l'au-delà. Non, c'est très technologique et c'est un monde donc virtuel créé par la tech sur le web ou un monde dans lequel tout le monde peut échanger, hein, que ce soit les particuliers mais aussi les entreprises. Et comment échange-t-on dans un monde virtuel? Eh bien c'est via les avatars. Que là, on est quand même nombreux à connaître. Voilà. Et donc, les avatars, d'ailleurs, je précise que vous avez toutes les deux créé à cette occasion votre avatar et qu'on peut aussi apercevoir d'ailleurs. Voilà, on a créé nos petits avatars qui vont donc bouger après dans le monde virtuel. Et donc, dans le métavers, on rentre dans le métavers pour l'instant avec des casques ou des lunettes, mais des casques qui évidemment, travaillent avec la réalité augmentée et la réalité virtuelle. La réalité augmentée, c'est un ensemble de sons, d'images, de vidéos et de 3D, bien sûr. C'est ça, la 3D qui joue énormément. Mais alors, pourquoi vous avez décidé d'écrire ensemble un livre sur ce sujet? Alors, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fin 2021, début 2022, tout le monde parlait du métavers. Partout, dans la presse. Et puis, en fait, on n'arrivait pas à bien comprendre ce que c'était que le métavers. Donc on s'est dit, plutôt que d'en faire un sujet mystérieux, plongeons-nous dedans et faisons le tour de la question. C'est un peu un état des lieux, ce livre. Hein. C'est un petit livre de 130 pages qui est une sorte d'état des lieux aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le métavers? Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une double compétence, puisque vous êtes une communicante et que vous êtes une avocate. Et du coup, il y a les deux aspects qui se retrouvent dans le livre. Et à notre sens, le monde du droit et de la communication, ces deux mondes sont de plus en plus imbriqués. Et il nous semble difficile de communiquer dans l'avenir sans parler de ces deux mondes. Voilà pourquoi on a voulu écrire ce livre ensemble. Mais alors du coup, quel est l'impact finalement du métavers sur la communication, sur l'expérience client? Oui, alors sur l'expérience client, c'est très intéressant, c'est sur les marques. D'abord pour les clients, parce que c'est intéressant d'aller dans le monde virtuel pour connaître des nouveaux produits. Et puis surtout pour les marques, ça permet de tester en temps réel, si je puis dire, on parlait de réalité, l'impact sur le client. Et puis il y a un échange avec le client possible dans le métavers. C'est ça qui est formidable. C'est que c'est instantané. D'accord, parce qu'il n'y a pas d'échange possible du coup dans le monde réel? Dans le monde réel, c'est plus difficile quand un client n'est pas forcément très satisfait. Il faut qu'il fasse des démarches encore. Oui. Voilà. Et puis peut-être aussi parler quand même du côté émotion, parce que dans le métavers, c'est vraiment le lieu où on peut travailler l'émotion. C'est magique, ça a un côté fantastique. Donc l'émotion sur l'expérience client est vraiment intéressante. Du coup, les avantages, vous en avez un peu parlé sur la mode. Vous avez quelques exemples des avantages pour des marques à utiliser le métavers? Oui, alors c'est pas encore très réalisé, mais c'est un projet. La mode, les marques... Alors d'abord, il y a des défilés de mode dans le métavers, c'est très intéressant, ça aussi. C'est plus facile d'accès. Et donc, certaines marques ont décidé de fabriquer, en fait, en introduisant vos mensurations sur un logiciel, vous créez votre
votre avatar à vos mensurations et vous pouvez essayer des vêtements dans le métavers. D'accord. Et peut-être après, se rendre dans un magasin, c'est presque plus facile, ou même commander à distance en fait. C'est plus facile d'avoir un vêtement qui correspond à vos mensurations. Voilà. Et on a vu aussi en médecine, enfin je regardais, je lisais un article dessus récemment, en médecine on peut aussi tester, enfin l'objectif c'est aussi de tester à travers le... Alors le métavers est très intéressant pour tout ce qui est formation, oui. Parce qu'évidemment c'est toute la 3D en fait, Ouais. et dans tous les domaines, et particulièrement la médecine, les chirurgiens vont peut-être pouvoir s'entraîner. Oui. Alors il y a déjà beaucoup de choses de faites, mais je crois que dans le métavers ça sera vraiment, il y a un très fort potentiel pour les formations. Voilà. Alors une question que je me pose, que j'imagine que d'autres se posent, mais comment, si les marques utilisent cette technologie, est-ce que du coup ça s'adresse à une cible particulière ou quid un petit peu des éloignés du numérique, des gens qui ont déjà du mal avec Internet? Alors le métavers, on doit se dire, mais alors c'est encore... Oui, surtout qu'avec la communication qui est faite actuellement, ça fait peur. Ouais. Alors qu'en fait, c'est pas du tout un endroit où on peut avoir peur, et ça reste un outil de communication. Donc pour l'instant, c'est vrai que ce sont plutôt les personnes attirées par les jeux vidéo, qui vont aller sur le métavers. Mais je pense que quand on aura vraiment transformé cet outil à des fins d'utilité, comme pour la mode par exemple, ou pour le public qui viendra spontanément dans le métavers. Très bien. Alors justement, vous avez dit que ça peut faire peur, effectivement. Je me retourne du coup vers une avocate pour vous poser la question, comment on peut contrôler ce qui se passe Est-ce qu'on peut contrôler déjà ce qui se passe dans le métavers? Est-ce que le droit s'applique de la même façon dans le monde réel et dans un monde virtuel? Qu'en est-il du droit à la propriété? Enfin, comment ça se passe, l'application du droit? Est-ce qu'il y a des avocats déjà dans le métavers? Alors, il y en a, notamment, je sais qu'il y a un cabinet qui est en droit de la famille, qui en tout cas reçoit dans le métavers. Alors après, c'est vraiment tout petit, on en est au début du métaverse. Pour revenir sur la question de tout ce qui se passe et si on peut contrôler, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le métaverse, déjà, on est à ses débuts et qu'en fait, on se pose les mêmes questions qu'à l'époque d'Internet. Donc, à l'époque d'Internet, on s'est demandé si c'était une zone de non-droit ou pas. Et en fait, non, ce n'est pas du tout une zone de non-droit. On a beaucoup de législations qui sont susceptibles de s'appliquer, qui existent, et en fait, il va falloir les adapter. Mais il n'y a pas de législation spécifique au métaverse. D'accord. En fait. Aujourd'hui, on voit que, par exemple, il y a des législations qui sont susceptibles de s'appliquer. Par exemple, le droit des marques peut s'appliquer. Alors après, on va faire des adaptations. Par exemple, quand on va enregistrer des marques parce qu'on veut aller dans le métaverse, on va viser peut-être des nouveaux produits et services. Dans les contrats qu'on a pour être sûr de pouvoir avoir les droits pour aller dans le métaverse, on va, au niveau des clauses de propriété intellectuelle, vérifier si ça couvre le périmètre du métaverse. Si ce n'est pas le cas, il va falloir les renégocier. Et puis après, effectivement, on peut avoir d'autres problématiques dans le cadre du métaverse qui sont plus des problématiques liées à des délits. Oui. Et alors là, on a aussi pas mal de choses, de législation qui sont susceptibles de s'appliquer, notamment en droit de la presse. D'accord. On a vu, à l'époque, on était sur la presse écrite, il y avait un certain nombre de délits qui existaient. On a tout ce qui est diffamation, injure, etc. Quand Internet est arrivé, on a vu qu'un certain nombre de dispositions pouvaient aussi s'appliquer, même si on changeait de support, en fait. Et là, on change d'environnement, on est sur un environnement avec une nouvelle technologie, mais autrement, les infractions sont susceptibles d'être poursuivis en fait de la même manière, alors en adaptant un peu la législation forcément à ces nouvelles technologies. Ça veut dire que donc, si je crée un avatar, je ne peux pas faire n'importe quoi dans le métavers, j'ai une responsabilité pénale. Alors, donc l'avatar, en fait, c'est la projection, enfin, c'est au niveau, c'est votre jumeau numérique, en quelque sorte, on appelle ça jumeau numérique. Bon, il y a plein de termes qui sont utilisés. C'est quand même le prolongement de votre personnalité, du monde réel dans le monde virtuel. Derrière, en fait, il faut voir, c'est que cet avatar, il peut soit vous représenter tel que vous êtes dans la réalité, soit être quelqu'un de différent. Et au même titre, les actions que vous faites dans le monde virtuel peuvent être les mêmes que ce que vous feriez dans le monde réel, ou inversement, vous pouvez profiter en fait de ce statut d'avatar pour faire des choses que vous ne feriez pas dans le monde réel. Et là encore, on a des législations qui sont susceptibles de s'appliquer. On a eu déjà les premières infractions, notamment sur tout ce qui est agression sexuelle ou même un viol dans le métaverse. Et on s'est posé la question, effectivement, de savoir
qu'est-ce qui était applicable. Alors, pour tout ce qui est, on disait tout à l'heure, injure et diffamation, la législation va pouvoir s'appliquer. En matière, par exemple, de viol, on a une problématique qui est que déjà, l'avatar n'a pas de personnalité propre. Et en plus, on n'a pas, si vous voulez, tout ce qui est touché. Et dans la définition du viol, en fait, il est obligé d'avoir un contact physique, en fait. D'accord. Et donc, on va devoir adapter au fur et à mesure des infractions qui vont arriver. On va voir comment on peut adapter la législation ou savoir s'il faut créer quelque chose de spécifique. Ah d'accord, donc ça veut dire qu'on va attendre qu'il y ait des délits finalement qui se passent pour pouvoir adapter. Alors on va essayer d'adapter la législation législation et parallèlement, il y a aussi tout un rôle que vont avoir les plateformes, parce que les plateformes, si elles veulent que ça marche, ce monde virtuel, vont devoir en fait véritablement mettre la main à la pâte de ce côté-là. C'est-à-dire que non seulement se servir d'expériences qui sont arrivées, par exemple ce qui s'est passé au niveau des agressions sexuelles, depuis il y a au niveau technologique des choses qui ont été mises en place pour avoir des barrières qu'on peut activer qui évitent qu'en fait que les avatars soient trop proches. Donc ça c'est quelque chose qu'ils ont mis en place et par ailleurs dans leurs conditions générales d'utilisation, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place. Vous pouvez notifier des infractions qui se sont passées dans le métaverse, alors que ce soit des infractions plus à caractère sexuel, mais aussi tout ce qui est lié à la propriété intellectuelle qui nous concerne spécifiquement, et donc des infractions aux droits d'auteur, aux droits des marques, aux droits des dessins et modèles, et les faire remonter et essayer de gérer en fait directement avec les éditeurs en fait et les différentes plateformes. Je crois qu'en préparant cette émission, vous me parliez d'ailleurs d'un exemple avec Hermès, je crois, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, alors c'est un artiste américain qui a créé des NFT. Alors on parlera après. Voilà, vous expliquer pour les non-fungible tokens. Exactement. Et, sur la base des sacs, des Baby Birkin, c'est ça, je ne me trompe pas, des sacs d'Hermès Baby Birkin. Et donc, il a créé une succession de sacs virtuels, donc, parce que ce sont des dessins qui reproduisent, j'allais dire reproduction, mais oui, quelque part, et en les faisant passer par la blockchain, et évidemment en les vendant très très cher, puisque c'est un système un peu de spéculation sur... voilà, sauf que là, je laisserai peut-être parler l'avocate sur ce sujet, mais ça portait évidemment atteinte, ça porte apparemment atteinte au droit de la propriété intellectuelle d'Hermès. D'accord. Déjà la marque elle-même. Oui, la marque. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que les non-fungible tokens et comment ça se passe dans le métaverse? Alors, c'est le terme qu'on entend le plus souvent, c'est les NFT en fait, donc, qui est l'abréviation, et en français, on parle de jetons non fongibles. Donc concrètement, pour essayer de vous expliquer, ce sont des actifs numériques qui sont émis ou échangés dans la blockchain. Ils sont souvent associés à ce qu'on appelle des smart contracts, donc un certain nombre d'informations les concernant, et ils renvoient en fait vers des fichiers. Les fichiers vers lesquels ils renvoient sont très divers, puisque ça peut être aussi bien du son, des images, des vidéos, etc. Et c'est souvent des objets dont on entend parler, des objets de spéculation en fait. Donc on a dans ce qu'on connaît, il y a le tweet notamment de Jacques Dorsey qui a été vendu plus de 2,5 millions. Voilà, alors que c'est un tweet, mais en forme de NFT. On a aussi beaucoup d'objets de collection qui sont notamment les crypto-punks, les crypto-kitties qui sont des petits chats virtuels, et aussi les ball apps qui sont en fait des singes un peu nonchalants. Je ne sais pas si vous voyez les visages. Là, c'est des vrais. On va en afficher aussi juste derrière Exactement. Pour voir à quoi ça correspond. Et donc, en fait, ce sont des véritables objets de collection. Donc, typiquement, ces singes, il y en a 10 000 qui existent. Ils ont tous des caractéristiques différentes et ils permettent notamment d'être membres d'une communauté et d'accéder à des expériences éventuellement clients ou VIP, donc très privilégiées. Donc ça, c'est ce dont on entend beaucoup parler, en fait, par le biais des médias. Mais à côté, on a d'autres NFT comme des objets, par exemple, de marque qui peuvent être des baskets, qui peuvent être des vêtements et que vous pouvez mettre sur vos avatars, par exemple. D'accord. Vous pouvez avoir aussi des certificats d'authenticité de certains objets, donc notamment Breitling, on a mis en place, etc. Donc
en termes, au niveau juridique, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ce sont comme ils sont enregistrés sur la blockchain, ils sont infalsifiables en fait. Donc, ils sont uniques en leur genre et ils ne sont pas interchangeables. On va pouvoir les échanger, mais pas les interchanger. Et donc, ce fait qu'ils soient uniques au niveau juridique est très intéressant en fait. Et c'est pour ça que les avocats en fait commencent à regarder ce qui se passe. Et nous, en dehors du NFT en tant que tel, ce qui nous intéresse au niveau de la propriété intellectuelle, c'est le fichier auquel il renvoie. Parce que le fichier auquel il renvoie, souvent, ce sont des œuvres, puisque derrière, en fait, il y a des vidéos, il y a des images, etc. Et là, il y a des droits de propriété intellectuelle et la propriété intellectuelle s'applique. Donc, vous ne pouvez pas reprendre une œuvre qui existe dans le monde réel, la mettre sous forme de NFT sans avoir l'autorisation de l'auteur de l'œuvre première, par exemple. Oui, c'est intéressant. Donc ça c'est quelque chose de très important. Et aussi, il ne faut pas oublier que quand vous achetez un NFT, vous êtes propriétaire de quelque chose d'immatériel, mais vous n'avez pas les droits d'auteur dessus, sauf si vous avez une cession de droit. Donc voilà, donc il y a beaucoup de sujets au niveau propriété intellectuelle qui sont liés au NFT. D'accord, merci pour cet éclaircissement. Peut-être pour finir, Nathalie, alors est-ce qu'on doit avoir peur du métavers ? Non, c'est vraiment maintenant que voilà, on s'est penché sur la question. Ce qui fait peur, en fait, c'est l'inconnu. Donc, quand on commence à s'y appesantir, le métavers ne fait pas peur. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a plusieurs métavers. Il n'y a pas qu'un seul métavers. L'objectif des grands de la tech, c'est de pouvoir passer d'un métavers dans l'autre. Pour l'instant, on ne peut pas. Mais bon, il y a beaucoup de métavers. Et c'est un outil extrêmement intéressant, un outil de communication amusant, on va dire. Quand on va sur le business, c'est quand même assez intéressant. Donc, non, je ne crois pas qu'il faille en avoir peur. Après, il est certain que les règles de l'organisation sociale et les règles juridiques s'appliquent et c'est presque un peu rassurant. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je répète, pour ceux qui veulent découvrir le livre, c'est le métavers, enjeux des marques, communication débridée, liberté contrôlée aux éditions Kawa. Merci Nathalie, merci Florence d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt. L'émission Décryptage vous a été présentée par ADM Value.